Voilà, nous sommes en scène. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous je vois que c'est en train de se connecter. Vous êtes plus de 200 inscrits aujourd'hui, sur, ce webinaire donc c'est vraiment un sujet, délicat mais qui, suscite l'intérêt. Donc déjà je remercie, Magali et Sonia qui se sont rendues disponibles aujourd'hui pour intervenir sur ce sujet du maintien à domicile et comment on peut, aborder ce sujet à l'officine. Rapidement, Magali et Sonia, c'est une rencontre. On s'est rencontrés il y a très peu de temps sur Pharmagora et puis elles nous ont parlé de ce projet et du sujet qu'elles portaient, et qu'elles maîtrisent et qu'elles vont vous présenter aujourd'hui et ça a été, une évidence de se dire: «Beh oui, on va en proposer cette thématique à nos remplaçants et également aux équipes, officinales» et voilà, il y a un petit sondage qui apparaît. Heu, du coup, les de et aujourd'hui, bah, 2 mois après, on vous propose ça a été donc, une affaire rondement menée et je vais leur laisser la parole. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser les questions sur le chat et c'est Sonia et Magali qui ont un accès également au chat, qui pourront, gérer les réponses, sachant qu'il y a un temps de questions-réponses qui sera prévu à la fin de la présentation. Donc, bienvenue à tous et puis je vais laisser la parole à Magali et Sonia et je coupe mon micro en attendant. Eh ben super. Ben merci beaucoup, Sophie. Merci à 24/7 de nous faire confiance, sur ce sujet du maintien à domicile et bienvenue à toutes et à tous. On est vraiment ravis d'animer, ce webinaire aujourd'hui, pour vous, sur notre sujet de prédilection avec Sonia, qui est le maintien à domicile, à l'officine. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif, bien évidemment, on ne va pas pouvoir, tout vous dire en 1 heure. L'objectif, ça va être, vraiment de vous donner, quelques informations et de susciter chez vous l'envie de développer vos compétences, pour accompagner au mieux vos patients, dans le bien vieillir à domicile. Donc bien évidemment, on va commencer par se présenter. Donc moi, c'est Magali, je suis pharmacienne, et je suis la fondatrice de l'Acadéem, un organisme de formation professionnelle, qui a vu le jour il y a maintenant 4 ans. Et l'Acadéem, pour la petite histoire, a vu le jour derrière le comptoir, puisque moi, j'ai 10 ans d'expérience, en officine en tant qu'adjointe et référente MAD, bien évidemment, dans les officines où j'ai pu travailler. Je fais encore des remplacements. Et pourquoi est-ce que l'Acadéem a vu le jour derrière le comptoir? C'est parce que j'ai fait le constat, qu'on n'était pas assez formés, notamment dans nos formations initiales, pour, avoir, toutes les connaissances, nécessaires et toutes les compétences au service de nos patients pour conseiller le matériel médical adapté, à leur situation. Voilà, j'avais notamment des collègues, à l'officine, qui, me demandaient, vraiment des informations, à chaque fois qu'elles avaient une ordonnance, concernant du matériel médical et donc je me suis dit: «À l'officine, on peut mieux faire». Et notamment, j'ai travaillé également chez un prestataire de santé à domicile où j'étais vraiment, dans le matériel médical, où j'ai pu renforcer mes compétences et j'ai eu envie de mettre, cette expérience au profit de toutes les équipes officinales. C'est pour ça que l'Acadéem a vu le jour, il y a 4 ans et je suis accompagnée de Sonia, voilà, que je vais laisser se présenter aujourd'hui. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Sonia, donc je suis, la co-gérante de l'Acadéem et puis formatrice aussi à l'Acadéem. Donc mon sujet de prédilection, c'est le matériel médical puisque j'ai une expérience terrain, d'à peu près 15-16 ans, chez des prestataires de services à domicile et j'ai, travaillé pendant, plus d'une dizaine d'années, en officine. Donc j'étais, la représentante commerciale, on va dire, du matériel médical. J'ai occupé plusieurs fonctions. J'ai occupé donc, la place de commerciale, j'ai occupé la place de responsable d'agence et aussi de responsable commercial. Donc je connais, très, très bien le monde du matériel médical et je connais surtout, vos problématiques, vos besoins en matière de connaissances techniques, sur le matériel médical. Ça a été tout à fait naturel de rejoindre l'aventure Acadéem il y a un peu plus de 2 ans pour moi. Voilà. Donc très rapidement, quelle est la vocation de l'Acadéem? Notre vocation, celle qu'on porte, au quotidien avec Sonia.
c'est de dédramatiser le matériel médical, de le rendre moins effrayant pour les équipes, de le rendre plus sexy, si on peut dire. Donc on accompagne les équipes officinales dans le développement du MAD, hein, au quotidien. On leur permet une meilleure prise en charge grâce à une démarche proactive et on les incite vraiment à faire de la prévention. Et tout ça a pour but, bien évidemment, ultime, hein, de bien conseiller, d'améliorer la prise en charge des patients à domicile, puisque c'est l'objectif. Mais également, l'enjeu pour les officines, ça va être de fidéliser ces patients et de faire face à la concurrence qui est très rude et qui va le devenir de plus en plus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu parler du marché du MAD à l'officine. C'est quelques informations, quelques chiffres qu'on souhaite vous faire passer avec Magali. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché du MAD, c'est un marché en pleine croissance. Depuis 10 ans, il croît environ de 6%. Donc, vous imaginez qu'il y a un travail énorme à faire. Il y a une place à prendre en officine dans la prise en charge du patient en perte d'autonomie. La pharmacie est l'un des principaux canaux de prise en charge des personnes âgées. Donc, gardez votre mission de conseiller, de professionnel de santé auprès de votre patient. Alors là, c'est plus un chiffre, on va dire côté finance, mais quand même, en moyenne, en gros, le MAD représente 3 à 5% du chiffre d'affaires. Je vous conseille d'aller vérifier justement si vous êtes dans les clous ou pas. Bien évidemment, selon où vous êtes, en rural ou en urbain, selon si vous avez des personnes âgées, des centres, des EHPAD autour de vous, bien évidemment, le chiffre va plus ou moins augmenter. Mais je vous conseille d'aller vérifier par rapport à votre chiffre d'affaires global. D'autres chiffres, les 92% des personnes âgées souhaitent vieillir à domicile. C'est énorme, 92%. C'est-à-dire que le sondage, c'est un sondage IFOP, donc a interrogé des personnes seniors et ces personnes-là souhaitent vraiment rester chez elles. Donc vous imaginez le travail, votre place de conseiller, je le répète, pour pouvoir justement faire en sorte que ces personnes restent le plus longtemps possible chez elles, mais en bonne santé bien évidemment et autonomes. Autre chiffre important, 72,5% des Français jugent être mal informés sur le MAD. Donc, c'est tout le travail que nous, on aborde avec Magali, c'est de faire en sorte justement que vous soyez les meilleurs conseillers auprès de vos patients en perte d'autonomie, mais pas que. C'est-à-dire que le but aussi, c'est d'informer les aidants, informer les familles sur le matériel qu'il existe à domicile pour anticiper, comme le disait Magali tout à l'heure, faire de la prévention. Et puis, petite info quand même pratique, c'est une des portes d'entrée du MAD, c'est bien évidemment le lit médicalisé. Et ça tombe bien puisqu'on va en parler aujourd'hui. Voilà pour ces chiffres. On ne rentre pas non plus dans tous les détails, mais c'est pour vous faire comprendre, bien évidemment, l'enjeu du MAD et de développer le MAD à l'officine. Maintenant, on va vous faire interagir, notamment voilà, dans le chat. On aimerait bien avoir vos réponses concernant une question qui est primordiale dans le développement de votre conseil MAD. Ça va être de nous dire quels sont vos freins aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'officine concernant le MAD. Qu'est-ce qui vous bloque? Voilà. On vous laisse la parole et on attend vos réponses dans le chat sur cette question qui est vraiment primordiale quand on a envie de développer le MAD à l'officine. Donc, allez-y, sentez-vous vraiment libre de nous faire part de tous les freins, les difficultés que vous avez à l'officine et on va détailler après comment est-ce qu'on peut lever certains de ces freins. Alors, je vois Lionel qui parle des hôpitaux. Alors, on pourra évoquer le sujet, mais on parlera peut-être déjà à l'officine comment justement développer le MAD. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Vous vous faites entre guillemets chanter par les prestataires qui vont directement à l'hôpital. On pourra en discuter. Donc, pareil pour Akima, connaissance hospitalier. Trop intrusive. OK. Donc, ça, c'est plutôt le sujet tabou. Les prestataires, d'accord. Des grosses pharmacies qui chantent les sorties hospitalières, OK.
Anne, c'est accès aux informations, référencement rapidement. OK. Donc ça, c'est plutôt C'est les plutôt les connaissances. connaissances. Mobilisation d'informations pour la livraison, alors Ah que oui. nous sommes en sous-effectif. Ouais. Bah, c'est toujours la problématique du temps, de la disponibilité. On pourra en discuter, notamment peut-être d'un référent à l'officine qui est très, très, très important. Alors, le choix du prestataire, Christelle, si tu peux détailler, alors nous, on tutoie très facilement, je suis désolée, j'espère que je ne heurte personne, mais en tout cas, Christelle, ce serait avec grand plaisir si tu peux détailler le choix du prestataire, qu'on puisse répondre à ce frein-là. Donc, le temps, ok, manque de temps. Manque de temps, offre de produits trop basse par rapport à certains grossistes, donc pas assez de dispositifs chez votre grossiste, je pense, c'est peut-être ça, Sidonie? Alors la place, alors là, ça revient très régulièrement, pas de place pour pouvoir présenter le matériel ou en tout cas communiquer, rendre visible, OK. Nous avons un local d'ortho MAD, mais nous sommes systématiquement court-circuités par les prestataires à l'hôpital. Donc toujours les prestataires, OK. C'est un problème. La réactivité, l'adaptation du métal qui peut changer d'un patient à l'autre, bah ça c'est vraiment très important. C'est vraiment repérer, en effet, d'un patient à l'autre, leur besoin ne sera pas le même. Donc il faut en effet, en amont, détecter le besoin du patient pour pouvoir adapter le bon produit. Le manque de place, le manque de temps. Donc Sidonie a répondu oui à ta question. Passe plutôt à la La mienne. tienne, une offre de produits trop OK. basse, il n'y a pas assez de choix en fait OK. chez certains grossistes. Grossiste ou prestataire? OK. D'où l'importance du choix du prestataire et voilà, d'être en phase en tout cas avec son prestataire, c'est très, très important. Nos tarifs sont souvent plus élevés qu'un prestataire qui achète un gros volume. Alors les prestataires, ouais. Bah, Oui, ça c'est sûr. Et ouais, alors on se le note aussi. Et il y a une question sur laquelle je suis passée, enfin, mais elle est très importante. C'est Romain qui dit: «Les personnes âgées qui ne veulent pas parler de lit, de coussin, de nutrition, car ils pensent être plus vieux avec ces discours». En gros, c'est le sujet tabou. C'est-à-dire que vous avez en face des patients qui vous disent: «Bah non, mais moi je suis pas vieux, donc j'ai pas besoin de matériel». Mais ça, c'est des choses auxquelles on va pouvoir, vous répondre. OK, il faut passer par des grosses MAD, d'accord. ou en direct avec les fabricants. OK. Je pense que c'est bon, on peut répondre à toutes Ouais. les questions. C'est pas mal, il y a pas mal de réponses, il y a Donc quoi on a faire. vu un petit peu de tout, et voilà, vous avez pu vous exprimer sur les difficultés et notamment, voilà, on a identifié pas mal de choses. Bien savoir On en prend cibler, les dernières, bien savoir cibler en fonction de l'ordonnance ce qui passe ou non 100%. Donc il y a la donc ça c'est la facturation, facturation, diversité de matériel, les préparateurs ne sont pas pas formé. OK. OK. Bon, allez. Bon, bah, merci en tout cas, de toutes, vos réponses. Alors très honnêtement, d'expérience, les freins que vous évoquez aujourd'hui, c'est des freins que nous, on retrouve régulièrement auprès des collaborateurs et des apprenants qui viennent en formation. Heu, j'ai rendez-vous pour un audit à 14h, donc ça tombe bien. Bon, on va essayer Sujet d'actualité. on va essayer de t'aider. Alors du coup, nous, ce qu'on a repéré, concernant les freins à l'officine, c'est, le manque de connaissances, bien évidemment, auprès enfin, dans les officines, pour vos collaborateurs et puis pour les pharmaciens aussi, bien évidemment. La peur de ne pas savoir, donc on ne répond pas ou en tout cas on ne va pas poser de questions puisqu'on ne connaît pas le matériel, puisqu'on ne sait pas, quelles questions poser, on ne va pas oser. Donc le manque de connaissances, c'est un frein. On en reparlera un petit peu plus loin. Donc c'est, je pense quelqu'un l'a dit, la manque de connaissances à la fin, c'est, Anita. J'ai eu beaucoup de manque de connaissances. Enfin, voilà. Ouais, il y a eu énormément de manque de connaissances. Dans le chat. Le deuxième point qui me paraît très important et j'en entendais beaucoup parler quand j'allais à l'officine, c'est, bien évidemment la facturation du matériel médical et surtout lorsque, le matériel proposé n'est pas pris en charge ou il reste, justement un reste à charge. Alors très honnêtement, je vais faire court, mais pour moi, le prix, c'est surtout un frein qui vient de l'officine. Moi, je le dis toujours, des bonnes questions, des questions posées au bon moment, à la bonne personne, un dispositif adapté aux besoins, c'est on va répondre à un problème, donc
on va pouvoir satisfaire le patient. Alors bien évidemment, vous allez me dire dans peut-être, un cas sur 10, le patient va refuser, mais très honnêtement, le frein, du prix, c'est plutôt à l'officine que ça se passe. Donc on va en reparler, un petit peu plus, tout à l'heure. Il y a un troisième sujet, beh, c'est le sujet tabou, un 3e frein, pardon, c'est le sujet tabou. En fait, Magali l'a dit en début de formation, pour le webinaire, c'est qu'on souhaite en fait, nous, à travers nos accompagnements, nos formations, c'est de dédramatiser le matériel médical. C'est souvent un sujet tabou, pourquoi? Parce qu'on parle justement de vieillissement, de perte d'autonomie, d'incontinence, enfin c'est des mots un peu forts, donc on peut vous aider, nous, à lever ces freins-là pour justement être un peu plus à l'aise, dédramatiser tout ça, conseiller le matériel en étant libre de mettre les bons mots, en fait. Voilà. Sur les 3 derniers freins, on vous les a mis en avant, mais on ne va pas rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'on pourrait rester toute l'après-midi. Il y a un autre point, mais on l'a vu dans vos réponses, c'est le manque de place. Alors, très rapidement, je vais répondre à ce frein-là parce qu'on ne va pas aller dans le détail. Le manque de place, en effet, vous en avez à l'officine. Moi, je l'ai vu très souvent, des petites officines ou des officines qui font le choix aussi de ne pas forcément garder un endroit pour pouvoir justement communiquer sur le matériel médical. Sachez que vous pouvez faire autrement. Vous pouvez proposer des flyers, vous pouvez proposer des affiches, vous pouvez proposer de communiquer au comptoir pour justement être plus à l'aise auprès de vos patients. Vous pouvez faire des vitrines, des petites vitrines, des petits corners en fait pour mettre en avant le matériel et surtout vous pouvez aussi animer au travers de petites matinées ou d'après-midi autour d'un matériel médical. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le Revitive par exemple. Il y a pas mal d'officines qui ont mis en avant ce produit-là en animation. Donc, le manque de place, en effet, c'est un frein, mais vous pouvez le lever à travers une communication un petit peu autre. Et Christelle nous dit qu'elle diffuse en vidéo. Très bien. Je suppose que voilà, c'est des vidéos pour en tout cas amener le fait que vous avez une prestation de maintien à domicile et que vos patients peuvent faire appel à vous. Donc ça, effectivement, c'est une bonne parade quand on manque de C'est place. ça. Mais en tout cas, là où je veux insister, c'est que le frein manque de place, c'est un peu un prétexte, on va dire. Il faut pas, voilà, c'est pas parce qu'une officine manque de place pour présenter du matériel médical qu'elle ne doit pas être proactive dans le conseil ou en tout cas qu'elle ne peut pas ne pas être proactive dans le conseil. Exactement. Un autre frein, c'est je ne peux pas me déplacer au domicile. Alors, je l'entends, je sais que vous n'avez pas forcément toujours le temps, on va en parler tout à l'heure aussi, c'est le dernier frein. Vous n'avez pas forcément les ressources humaines pour pouvoir se déplacer au domicile, mais très honnêtement, le déplacement au domicile est primordial pour moi dans le développement du matériel médical à l'officine. Pourquoi? Parce que quelque part, lorsque vous allez chez vos patients, vous êtes chez eux, ils sont beaucoup plus libres de discuter de matériel médical quand ils sont dans leur lieu de vie. Et surtout, c'est dans le lieu de vie que vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que au comptoir, alors déjà, il y a tout un travail au comptoir, on va en discuter tout à l'heure sur comment conseiller, quelles questions poser, dédramatiser le matériel, mais souvent, le patient va vous dire que tout va bien. Et quand on va à domicile, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment important d'aller à domicile et surtout, ça permet de mettre en place une stratégie de développement à part entière. Pour moi, le matériel médical, c'est comme d'autres thématiques que vous développez, d'autres produits que vous développez. Je pense qu'il faut vraiment avoir une stratégie de développement à part entière. Il faut du temps pour développer le matériel médical. Mais lorsqu'il y a des automatismes qui sont mis en place, ça peut aller très, très vite et on est beaucoup plus à l'aise. Ça permet de fidéliser et ça permet aussi de faire en sorte que votre patient vous fait vraiment confiance. Dernier frein, c'est le manque de temps. À chaque fois, c'est vrai que j'entends le manque de temps et je le comprends. Vous êtes occupé, vous avez d'autres sujets qui sont mis en place, d'autres projets dans l'officine. Sachez que pour moi, le manque de temps, c'est aussi un choix stratégique de l'officine et notamment des titulaires de choisir tel ou tel projet à développer, tel ou tel thématique, tel ou tel produit à développer dans l'officine. Si vous décidez
de développer le matériel médical, c'est une stratégie commerciale à mettre en place. Et je vous conseille vivement, pour ces 2 derniers freins, pas de possibilité d'aller à domicile et le manque de temps, c'est vraiment d'avoir un référent, de dédier le matériel médical à un référent qui se sent, euh, euh, comment dire, à l'aise, qui a envie d'aller à domicile et qui a envie de mettre en place une dynamique autour du matériel médical dans l'officine. Alors voilà, on peut le faire d'une manière simple en interne, mais vous pouvez aussi faire appel à pourquoi pas des personnes comme nous, par exemple, qui avons une expérience et qui pouvons accompagner le référent justement dans sa prise de poste. Voilà pour les freins. Voilà, et puis un autre exemple concret par rapport au manque de temps, puisque moi je le vis derrière le comptoir. En général, une première approche du matériel médical ne prend pas plus de temps que, par exemple, faire un vaccin ou prendre une mesure pour des bas. Voilà, donc ne vous dites pas que, par exemple, si vous engagez le dialogue avec un patient, ça va forcément prendre beaucoup de temps. Ça va être certes un temps dédié, un temps d'écoute aussi, mais qui va vous permettre de semer, on va dire, une première graine vers le chemin de la réflexion de votre patient. Et c'est très rare qu'en parlant de matériel médical au départ, votre patient prenne tout de suite le dispositif. Il va falloir lui en parler peut-être plusieurs fois. Donc, on a décidé de faire un focus sur les 3 premiers freins, les 3 freins qui nous semblent, en tout cas, les plus récurrents. Donc, le frein numéro 1, c'est donc le manque de connaissances. Alors, on va vous donner des petits conseils pratiques, des petits outils aussi. Bien évidemment, on ne peut que vous inciter à vous former sur le matériel médical. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que de visualiser les dispositifs, parce qu'il y a des dispositifs qui ne passent pas forcément par la pharmacie, comme les lève-personnes, les guidons de transfert, même le lit, parfois vous n'en avez pas à la pharmacie. C'est important pour identifier déjà et reconnaître les différents dispositifs, savoir à quel moment ils sont adaptés et quel va être l'impact dans la vie quotidienne de vos patients. Donc ça, bien évidemment, on ne peut que vous inciter à aller voir lors de formations ou même avec votre prestataire le matériel médical. Ensuite, ce que vous pourriez mettre en place aussi, c'est d'avoir des mémos récapitulatifs pour chaque famille de dispositifs. Alors, vous allez voir, on vous a proposé un outil qui ressemble à ça pour une famille de dispositifs. Voilà, vous l'aurez à la fin de ce webinaire et vous pourrez vous en servir. Les choses importantes à avoir sous la main, c'est bien évidemment les questions à poser, les étapes de la délivrance, parce qu'en plus, des fois, il y a des étapes un petit peu réglementaires à respecter, et les conseils qu'on peut associer pour aller plus loin dans notre conseil adapté aux patients. Et le dernier conseil, ça va un petit peu avec ce que vous disiez aussi dans le chat, hein, c'est déjà de choisir un prestataire avec lequel on va être vraiment partenaire, d'être en phase avec sa manière de fonctionner, d'être aussi bien conseillé et d'avoir des outils éventuellement aussi qui peuvent vous faciliter le conseil. Et les prestataires font de plus en plus d'efforts, de progrès par rapport à ça et vous mettre des outils de plus en plus terrain, on va dire, adaptés à votre pratique. Après, moi, mon petit conseil, même si vous avez un prestataire en lequel vous avez confiance et qui travaille très bien, qui a une prestation de qualité, c'est ne pas vous désengager de votre rôle d'expert auprès de votre patient. C'est vous, le professionnel de santé privilégié de votre patient, qui le connaissez à travers les années, voilà, à travers ses pathologies, à travers ses évolutions. Donc, très sincèrement, moi, j'ai fondé l'Académie aussi. Pourquoi? Parce que j'avais dans mes officines des collaborateurs qui recevaient des ordonnances de matériel médical et qui ne prenaient même pas le temps de poser ne serait-ce qu'une question aux patients ou à l'aidant qui était en face d'eux et qui allaient tout de suite décrocher le téléphone pour appeler leur prestataire. Et je trouvais que c'était dommage de ne pas de montrer à quel point on était finalement pas l'interlocuteur compétent pour répondre à leurs besoins. Et je rebondis rapidement sur ce que Magali vient de dire et je vais tenter de répondre à l'un des freins qui est revenu régulièrement sur justement
la concurrence des prestataires de services qui vont à l'hôpital. Magali vient de le dire, je pense que l'important vraiment à l'officine, c'est que vous vous positionniez vraiment en professionnel de santé auprès de votre patient. Alors, ce n'est pas du tout comment dire, un reproche que je vous fais, au contraire, c'est valoriser votre métier et vos missions. Pourquoi? Parce que tous les prestataires de santé à domicile aujourd'hui en France ne sont pas des professionnels de santé. Donc, ils vont à l'hôpital, en effet, brader, essayer de vendre leur matériel parce qu'eux, ils peuvent y aller. Vous n'avez pas le droit. Mais pour vous rassurer, et ce que je voulais rajouter par rapport à Magali, c'est que on ne va pas avoir de réponse à vous apporter aujourd'hui par rapport à ça. On ne pourra pas faire en sorte que les prestataires de santé en France disparaissent. Il y en aura qui iront toujours à l'hôpital. Vous avez vraiment, comment dire, un temps d'avance sur eux. Pourquoi? Parce que vous connaissez vos patients, vous les voyez quasiment tous les jours, ou en tout cas, vous voyez les aidants. C'est-à-dire que vous connaissez aussi la fiche, on va dire, de vie de votre patient. Vous savez quel médicament il prend, où il en est. Vous êtes en train de, vous voyez qui vit autour de lui, tous les aidants familiaux. Et je pense que le fait de connaître votre patient, vous êtes en capacité, vous, d'anticiper, ou en tout cas de faire de la prévention, sur le matériel médical et sur justement les conseils. Donc moi, vraiment, pour répondre à ce frein, ou en tout cas à cette problématique, c'est d'anticiper, de vous former, de communiquer au comptoir rapidement, de mettre en avant le matériel médical justement pour contrecarrer les prestataires de santé. Votre patient, il va aller à l'hôpital, mais il va peut-être y aller tardivement. Et si vous lui avez déjà conseillé en amont que vous faites du matériel médical, potentiellement, il sait que son pharmacien peut répondre à son besoin. Alors, je ne dis pas que ça va, comment dire, faire en sorte que les prestataires n'iront pas vous chanter, mais en tout cas, le fait que vous puissiez faire de la prévention, du conseil en amont, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Voilà, c'était juste proactive. voilà. Adopter une démarche proactive. Donc, j'espère que j'ai répondu, qu'on a répondu à ce frein-là. On va prendre un exemple très concret pour comprendre comment quelques connaissances de base vont changer votre conseil. On va prendre par exemple une ordonnance de lit médicalisée. Vous en avez souvent, et comme le disait Sonia tout à l'heure, c'est un des principaux points d'entrée, le lit médicalisé dans le conseil du matériel médical. Donc, on va vous poser une question toute simple. On va vous laisser 2 minutes pour répondre dans le chat. Quelles sont les questions que vous posez lorsqu'un patient vous présente une ordonnance de lit médicalisé? Est-ce que vous posez des questions déjà? Et si oui, lesquelles? On vous laisse du coup 2 minutes. Et on lit également, alors Elisabeth, le problème, ce sont nos patients qui sont hospitalisés et qui sortent déjà. Bah ouais, évidemment, les gens sont perdus et le fait que, bah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis, la réponse que je viens de vous apporter ne va pas tout régler, mais le fait d'anticiper réellement à l'officine, de pouvoir parler, montrer du matériel, ça permet au patient, quand il arrive à l'hôpital, de dire: mais moi, mon pharmacien, il m'a parlé de matériel, je connais le matériel, il fait du matériel, je veux travailler avec mon pharmacien. Il y a une loi qui, en France, hein, c'est le libre choix du patient pour son prestataire. On y arrive, hein, les prestataires vont être soumis à une certification qui va beaucoup plus encadrer leur communication et notamment la publicité, comme ça l'a été pour les médicaments. On y arrive dans les mois, dans les années qui viennent. Donc, vous allez avoir ce retour. Et comme le disait Sonia tout à l'heure, voilà, quand on est proactif et qu'on en parle avant, certains patients peuvent en tout cas imposer le choix du pharmacien. Alors, concernant notre question, ça va vite. Alors, la taille et poids, combien de temps le malade reste au lit? Faut-il un matelas anti-escar? OK. Taille, poids, potence, dossier inclinable. Quel accessoire? Barrière, le type de lit, 2 ou 3 fonctions. Maison à l'étage ou pas, patient alité complètement ou non, l'incontinence. OK. J'ai vu en haut, ça va tellement vite que j'arrive. Peut-il le mettre dans le logement? Voilà. Accessoires et matelas, poids, taille, patient alité ou totalement ou pas. OK. Alité, OK. Bon, donc vous posez des questions, c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est vrai que quand vous avez une ordonnance de lit, il est vraiment très, très important de poser quelques questions. Alors, le patient se lève-t-il alors qu'il risque de tomber? Vérifier le type de barrière. Très bien. OK. Alors juste pour répondre en tout cas pour rebondir sur la dernière question.
C'est mis en rouge en grand sur la slide. Les barrières de lit doivent être fournies seulement si l'ordonnance de prescription le précise. Alors, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas, entre guillemets, cette réglementation, vous ne pouvez pas, ou en tout cas, vous ne pouvez pas demander à votre prestataire de service d'installer les barrières si elles ne sont pas indiquées sur l'ordonnance. Le lit médicalisé et la potence sont installés, enfin la potence, elle, en accessoire, est installée automatiquement, il n'y a pas de souci, mais les barrières de lit ne peuvent pas être fournies si ce n'est pas indiqué sur l'ordonnance. D'où, entre guillemets, le fait de poser les bonnes questions pour voir si vraiment il y a un besoin de barrières, si ce n'est pas indiqué, ou si, au contraire, les barrières de lit sont indiquées, mais il n'y en a pas besoin. D'accord? Bon, la réglementation, elle existe. On pourra peut-être répondre ou mettre dans le chat un petit peu plus tard la réglementation, mais en tout cas, c'est obligatoire. Concernant les questions à poser pour une ordonnance de lit médicalisée, donc il y en a eu, vous avez quasiment répondu, enfin en tout cas posé les bonnes questions. Alors, c'est important quand même au départ de déjà demander peut-être à l'aidant familial ou à l'aidant professionnel, parce que très souvent c'est une personne plutôt, c'est pas le patient qui vient vous voir pour le lit. Est-ce qu'il y a déjà d'autres dispositifs à domicile? Pour voir déjà s'il y a eu une évocation du matériel médical, si les gens connaissent déjà le monde technique, on va dire, du matériel médical, s'ils sont à l'aise avec tout ça. Le poids et la taille du patient, très important. Pourquoi? Parce que déjà, on va voir si le lit est adapté. En gros, les lits que vous connaissez aujourd'hui, qui sont ceux que vous délivrez le plus souvent, c'est le lit de 90 et le lit de 120. Le lit de 90, c'est pour un patient lambda. Le lit de 120, à partir de plus de 135 kg. La taille du patient, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on dit, entre guillemets, au-delà d'1,80 m, il est préférable de proposer, de demander à votre prestataire d'installer une rallonge de lit. Ce n'est pas du tout agréable pour quelqu'un de grand d'avoir un lit sans rallonge. Voilà, c'est juste une petite précision qui fait la différence. La durée d'alitement, bien évidemment, c'est par rapport au matelas. Alors, entre guillemets, malheureusement, sur le terrain, je sais que le matelas classe 1, vous n'en installez quasiment plus. Rallonge pour quelle taille? C'est au-delà d'1,80 m. Alors, je dirais, vous pouvez aller jusqu'à 1,85 m, mais vraiment au-delà d'1,85 m, il faut proposer une rallonge de lit. Alors, c'est tout simplement parce que naturellement, les gens vont glisser dans leur lit et ils vont se retrouver en talonnant ce qu'on appelle au niveau des panneaux de lit. Et donc, ce qui va entraîner des frottements, des chocs, et il faut éviter parce que la peau est quand même très fragile au niveau du talon. Et puis, ça peut aussi entraîner des douleurs, hein. Donc, la durée d'alitement, c'est pour le matelas, bien évidemment, la typologie de matelas. Je commençais à le dire, mais les matelas classe 1, vous allez quasiment plus en délivrer. Pourquoi? Parce que c'est des prix d'achat très, très élevés pour le prestataire de service qui vous revend le matelas très cher et en fait, vous ne pouvez pas faire de dépassement sur les matelas de prévention d'escarres. Donc, vous n'allez quasiment délivrer que du matelas classe 2. Mais bon, il est quand même bon de savoir si la personne reste très, très longtemps au lit ou si elle a des activités la journée. Il y a deux questions très, très importantes à poser. C'est: le patient se lève-t-il seul de son lit? Pourquoi? Si la personne se lève seule de son lit, ce qu'il faut, c'est sécuriser son transfert. C'est ce qu'on appelle un transfert lorsque la personne rentre et sort de son lit. Il faut toujours, toujours sécuriser le transfert. Si votre patient n'a pas besoin de barrière, ça veut dire qu'elle sort seule de son lit, il faudrait peut-être à un moment donné lui proposer ce qu'on appelle des barres de redressement. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure pour pouvoir faire en sorte que la personne se lève plus facilement et soit sécurisée. Le patient se lève, et donc s'il se lève seul, est-ce qu'il se lève la nuit? Si la personne se lève la nuit, là c'est vraiment warning, il faut vraiment sécuriser ce transfert-là. Pourquoi? Parce que les patients se déplacent souvent la nuit pour aller aux toilettes. Si les toilettes ne sont pas au même étage, descendre l'escalier, se déplacer, c'est risque de chute. Donc, en posant cette question-là, vous pouvez proposer une chaise garde-robe à côté du lit. C'est vraiment le B à bas, lit médicalisé, la personne sort la nuit ou en tout cas va aux toilettes, on lui met une chaise garde-robe pour la nuit. On va éviter qu'elle se déplace et qu'elle ait un risque de chute. Y a-t-il des aidants professionnels ou familiaux?
Là, c'est vraiment pour repérer les professionnels de santé et repérer les aidants familiaux, voir qui va à domicile, qui s'occupe entre guillemets du patient. Et on va aussi, à travers cette question, positionner l'aidant, alors souvent c'est l'aidant familial, comme une personne à part entière dans la prise en charge justement de votre conseil et de votre accompagnement. Pourquoi? Parce que l'aidant est très, très, très important. Très souvent, on voit à domicile des couples qui sont chez eux. Il y a une des personnes, alors soit le mari ou soit l'épouse, qui est en difficulté et très souvent, l'aidant familial, donc époux ou épouse, en fait, on se mettent un petit peu de côté et eux se mettent en difficulté aussi. Donc, je vous conseille d'être très vigilant avec les aidants familiaux. Autre petite question, là c'est rapide, c'est: le patient fait-il une activité ou un repas au lit? Proposer la table de lit, hyper important. S'il y a un repas au lit, s'il y a une activité, on propose une table de lit. Est-ce que le patient se plaint de douleur lorsqu'il est allongé dans son lit? On va pouvoir lui proposer des coussins de positionnement pour justement diminuer la douleur et avoir un meilleur positionnement au lit. Il existe en effet des structures de répit pour les aidants qui ne sont pas connues. Exactement, tout à fait. Il y en a une qui s'appelle, Magali, Bon, il y en a plein. ouais, Non, non, mais il y en a plein. Il y a plein d'associations. Alzheimer, Il y a des associations d'aidants. énormément. Ça, vous les trouvez sur Internet Ouais. et vous pouvez tout à fait les contacter pour savoir justement ce qu'elles proposent, même autour de chez vous éventuellement. Il y a des associations d'aidants, enfin d'aide aux aidants Oui. spécialisées pour certaines pathologies, notamment France Alzheimer, Ouais. vraiment très spécialisées sur Alzheimer. Il y a des associations généralistes, mais en tout cas, il y a plein Ouais. effectivement d'associations. Après, encore faut-il que l'aidant familial soit identifié comme tel, soit reconnu et s'identifie lui-même comme un aidant et accepte du coup ce répit. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais si vous, notamment, vous posez ce mot d'aidant, ça peut aussi l'aider. Et alors, tout à fait. Je pense qu'au-delà de repérer les dents, c'est vrai que si vous avez des informations concernant les structures de répit, si vous sentez que les dents a besoin justement d'avoir ces petits moments, il faut bien évidemment l'informer sur les structures existantes. Et dernière petite question, mais qui à chaque fois nous paraît, nous, logique, mais est-ce que le patient a des draps adaptés à la dimension du lit? Très souvent, le patient qui est en primo, enfin qui obtient une primo-installation de lit médicalisé, il passe très souvent d'un lit de 140 standard, comme tout un chacun, à un lit de 90. Et un peu dans la tourmente, voilà, d'un lit médicalisé, de l'installation, ça perturbe un petit peu le quotidien de tout le monde. En fait, on ne pense pas aux draps. Ayez toujours une paire de draps adaptés pour le lit de 90 pour pouvoir proposer et faire ce qu'on appelle un complément associé ou en tout cas un dispositif complémentaire autour du lit. Voilà, voilà. Alors bien évidemment, cette liste, vous pouvez en rajouter plein d'autres questions, mais c'est celles qui nous paraissent à Magali et à moi hyper importantes. Voilà. Donc du coup, on va voir, on a rajouté aussi une petite slide sur connaître justement les produits, les dispositifs complémentaires à une ordonnance de lit médicalisé pour ne pas se restreindre, on va dire, dans notre conseil. Alors ça peut être sur l'installation, mais ça peut être aussi pour le suivi hein, après, en fonction des difficultés que peut ressentir le patient sur les semaines qui suivent ou bien lors de l'installation quand on aura posé toutes les questions qu'on vous a proposées. Du coup, alors au niveau des ventes associées, alors vente associée, c'est pas très joli à l'officine, on va dire conseil complémentaire. On va dire que cette slide-là va répondre en fait, en tout cas, aux questions que vous avez posées en amont. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors la chaise garde-robe, je ne vais pas insister, mais en effet, si la personne se lève la nuit, proposer une chaise garde-robe. Le positionnement au lit avec les coussins, au cas où il y a des douleurs. Le pilulier, très souvent les patients à domicile, qui restent à domicile, qui ont des services de soins qui interviennent, ont besoin d'un pilulier, donc il ne faut pas hésiter à le proposer. Le kit de lit, je viens d'en parler, hyper important.
la table de lit s'il y a une activité ou un repas. La barre de redressement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif que l'on vient installer au bord du lit qui permet de sécuriser les transferts, en tout cas la sortie et l'entrée dans le lit. Donc sécuriser et rendre plus confortable justement ce transfert. Très souvent, c'est soit, je l'ai dit tout à l'heure, soit vous mettez des barrières, elles sont sur l'ordonnance, soit il n'y a pas besoin de barrières, on les enlève. À un moment donné, le transfert au lit est problématique pour le patient. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui est très, 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 très important et très intéressant. Il n'y a pas de prise en charge, malheureusement, mais ça répond vraiment à une difficulté que l'on rencontre à domicile sur quasiment, on va dire, 95% des gens qui restent chez eux et qui ont besoin de se transférer. Juste une petite précision sur la barre de redressement, il existe différents modèles. Il existe des modèles, bien évidemment, qui vont aller sur des lits classiques, non médicalisés. Et ensuite, votre prestataire, lui, il a des barres de redressement adaptées aux lits médicalisés qu'il met en fonction de la marque. Et dernier produit, j'ai vu que il y a aussi un déambulateur, bien évidemment, on peut aller là-dessus. Là, on est resté sur l'univers de la chambre, voilà. Mais évidemment, bien évidemment, un lit, c'est un point d'entrée dans le MAD et ensuite, ça veut dire qu'il y a une perte d'autonomie à un moment donné et qu'il va falloir explorer tous les autres univers. En fait, un produit, on appelle un autre quelque part, mais c'est vrai que souvent, quand vous avez une ordonnance de lit médicalisé, très souvent, les gens sont un petit peu, comment dire, un peu démunis. On leur emmène un dispositif qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai que leur proposer tout d'un coup, ça me paraît compliqué. Juste une petite aparté, je vous conseille, lorsque vous avez une ordonnance de lit et que vous délivrez par votre prestataire un lit médicalisé, appelez votre patient dans les 5 à 6 jours après, ou les dents, pour justement sonder par rapport à l'installation du lit, savoir comment ça se passe et pourquoi pas proposer d'autres produits. Mais si vous proposez tout d'un coup le déambulateur, le fauteuil roulant, la table, le coussin de positionnement, ça me paraît un peu compliqué. Donc, chaque univers ou chaque dispositif en amène d'autres, bien évidemment. Et le dernier produit, c'est les produits d'incontinence, assez compliqué, un sujet tabou à évoquer. Je vous conseille peut-être, si vous allez avec votre prestataire à domicile, d'emmener avec vous des échantillons de protection. Comme ça, en fait, votre patient va pouvoir, pourquoi pas, tester les produits et éviter d'aller dans les grandes surfaces chercher ces produits d'incontinence. Voilà, donc on s'est basé sur le lit, qui est le conseil, on va dire, peut-être le plus courant et le plus simple à faire, pour vous montrer que juste en quelques minutes, en se posant et en mettant en place des outils et des conseils associés, on pouvait développer notre conseil sur le MAD. On va aborder très rapidement le frein numéro 2 qui nous est remonté très régulièrement, c'est la facturation, le reste à charge ou en tout cas la prise en charge LPP des dispositifs. Donc, comment est-ce que nous, on va vous aider à lever ce frein? C'est déjà de vous dire, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas tout connaître. Bien évidemment, nous aussi, on est obligé de régulièrement consulter la LPP, donc ce qu'on appelle la liste des produits et prestations remboursables. Donc, ce qui est important, c'est de savoir aller chercher l'information justement dans cette LPP. Donc, on vous a remis le lien qui vous emmène vers la base pour faire des recherches. La Bible. La Bible. Vous pouvez la mettre en favori sur les postes de la pharmacie. Ça, c'est une bonne pratique. Bien évidemment, on vous redit pourquoi pas se former sur la LPP, sur le MAD. Et pourquoi pas aussi avoir des mémos récapitulatifs. Alors moi, je dis toujours, attention, les mémos, c'est très bien, mais attention aux documents imprimés puisque la LPP évolue très souvent. Et pour exemple, ces derniers mois, on a eu plus d'une dizaine de mises à jour de la LPP. Donc attention à tout ce qui est imprimé, il faut s'assurer que c'est toujours à jour. On vous a mis un exemple, encore une fois, on reste sur le lit médicalisé. Comment est-ce que ça se passe quand vous allez vraiment dans la base de la LPP? Consultez les tarifs pour savoir ce que vous allez devoir facturer. Bien évidemment, vos logiciels vous aident, hein. Mais si vous voulez vérifier une information, si vous avez un patient ou un aidant devant vous et que vous voulez vraiment avoir l'information tout de suite, rien de mieux que d'aller sur la LPP
Et quand on connaît comment c'est boutiqué, ça va beaucoup mieux. Donc, vous avez bien évidemment le code LPP, vous avez la désignation, vous avez un pavé qui peut vous donner plein de choses, notamment l'indication, les modalités de prescription et de prise en charge. Et surtout, ce qui va vous intéresser, c'est le bas de la fiche. Alors, je l'ai découpé en 2 slides. Donc, le bas de la fiche, c'est ici. Vous avez les tarifs. Alors, pour bien comprendre ces tarifs, notamment au niveau du lit médicalisé, ici, on nomme un tarif de 12,35 €. En fait, ce tarif, c'est tout simplement la base de remboursement LPP. En dessous, vous avez un autre prix qu'ils appellent prix unitaire réglementé. Le prix unitaire réglementé, c'est tout simplement le prix limite de vente. Ici, le prix limite de vente, c'est la base de remboursement de la LPP. Le prix limite de vente, c'est le prix maximum auquel vous avez le droit de facturer. Ensuite, vous avez, est-ce qu'il y a besoin d'une demande d'entente préalable ou pas, puisque vous savez qu'il y a des dispositifs pour lesquels nous sommes obligés de faire une demande d'entente préalable. Et ensuite, vous avez le type de prestation. Ici, on est sur de la location, mais il peut y avoir de l'achat, de la livraison ou de la mise à disposition. Donc, on ne va pas vous faire un cours sur Non. la LPP, mais en tout cas, ça nous semble important de savoir comment aller chercher l'information, la bonne information, l'information mise à jour. Alors, du coup, pour faire suite, par rapport à la facturation, ce qui est très important, c'est de remettre au patient un catalogue ou une fiche produit. Alors, je pense que vous avez tous des catalogues, dans vos officines, soit des catalogues prestataires, soit des catalogues de votre groupement, et peut-être aussi des logiciels qui vous permettent soit de faire des commandes en ligne, et qui peuvent justement vous sortir des fiches produits. C'est important lorsque vous donnez un conseil que le patient parte avec un document, soit avec la prise en charge, soit sans la prise en charge, mais vraiment que vous alliez au bout de votre conseil en remettant quelque chose. Parce que vous avez déjà capté votre patient. Je pense que de le laisser partir comme ça aura moins d'impact. Donc, catalogue et fiche produit, mais ça, je pense que je n'invente rien et vous le faites déjà. Euh, Petite précision, mais qui est très, très importante, on souhaitait le rajouter. Ce n'est pas parce qu'un produit n'est pas pris en charge que vous ne devez pas le proposer s'il est adapté aux besoins de votre patient. En fait, votre patient, il va, entre guillemets, entendre votre discours. Il ne sera peut-être pas prêt à un moment donné, mais vous allez semer des graines sur justement votre conseil pour éviter justement que lorsqu'il va aller à l'hôpital, il soit happé par les prestataires. Même si le produit n'est pas pris en charge, même s'il y a un dépassement, je pense que c'est important lorsque vous avez détecté un besoin de proposer le bon produit. On va dire, il y a une problématique, détecter un besoin, vous mettez en face un bénéfice, c'est-à-dire le produit adapté. Donc, pas de gêne par rapport à ça. Ne vous dites pas le prix, ça ne va pas passer. Non, non, il faut en parler à chaque fois. Vous allez semer des graines. Je vous conseille d'éditer un devis si justement il y a des dépassements et pas de prise en charge par la sécurité sociale pour votre patient. Consulte sa mutuelle, hyper important. Je vous conseille aussi de réorienter vos patients vers des points d'information type CCAS, les clics, les maisons départementales de l'autonomie. Ce sont des structures qui vont permettre de donner les informations d'accompagnement, que ce soit au niveau des financements, du montage de dossiers, etc. Parce que voilà, vous ne pouvez pas tout connaître. Il faut vous entourer justement et avoir un annuaire, pourquoi pas, de tout ce qui se passe et vers où vous pouvez orienter vos patients. Je pense qu'il y a un site qui peut être très intéressant pour vous et de rediriger, pourquoi pas aussi, le patient ou les aidants. C'est le site pour les personnes âgées.gouv. Là, vous avez tout ce que vous pouvez trouver sur les infos, sur l'APA, sur les prises en charge, les financements. Alors, les clics, c'est des maisons, en fait, c'est des centres locaux d'information en fait, qui regroupe des informations sur toute la prise en charge pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on va dire qu'on appelle aussi des maisons départementales de l'autonomie, les MDA, où là, on a regroupé les MDPH, on a regroupé les handicaps, les services personnes âgées. Alors, ça s'appelle dans d'autres, ça s'appelle Maison départementale de l'autonomie. Je vous conseille d'aller voir en tapant en fait sur Internet par rapport au département auquel vous appartenez. Mais allez déjà voir sur le site de référence lespersonnesâgées.gouv.
Voilà ce qui concerne la facturation. Du coup, pour terminer avec notre exemple du lit, eh ben, voilà le type de mémo qu'on peut vous proposer, que vous aurez, qui rappelle les conditions, de location avec les forfaits de livraison également et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont changé, depuis, l'été dernier et qu'ils vont également encore changer puisqu'au 16 août 2025, il y a une nouvelle baisse des locations hebdomadaires prévue et au 1er janvier 2026, une nouvelle hausse des forfaits de livraison. Donc, c'est un exemple, voilà, de petits mémos pratiques qu'on peut mettre en place à l'officine, mais attention encore une fois, puisqu'il faut les mettre à jour régulièrement. On va parler très rapidement du dernier frein qu'on voulait évoquer avec vous, qui est le sujet tabou. Alors ça, c'est vraiment un des freins, on va dire, qui ressort, la plupart du temps lorsque l'on va à l'officine. Bien évidemment, on a mis en grand faire preuve de tact, mais je pense que vous êtes dans ce cas-là. Je pense qu'à chaque fois, vous faites preuve de tact, mais c'est vrai que du coup, vous ne savez pas forcément, comment aborder. Je l'ai remis à ce moment-là. La mission de l'officine, c'est vraiment, garder ça en tête, c'est de permettre aux patients de rester autonomes le plus longtemps possible à domicile en leur permettant, d'être en sécurité et d'être confortablement installés chez eux. On va tenter, comme on peut, avec des petits mots, d'essayer de dédramatiser, en essayant de, parler avec des mots un petit peu plus doux. On ne parle pas de perte d'autonomie, on parle plutôt de bien vieillir à domicile. On ne va pas parler d'incontinence, mais plutôt de fuite urinaire. On ne va pas parler de lit médicalisé, mais plutôt de lit électrique adapté. Alors c'est, des petits exemples, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai qu'essayez si vous sentez, je l'ai vu tout à l'heure, tout au début, de ne pas savoir comment en parler. C'est vrai que quand on parle de vieillir, de perte d'autonomie, d'incontinence, de même lit médicalisé, c'est vrai que le mot, il fait peur. Donc on essaie de trouver une parade. Donc pour le lit médicalisé, en tout cas, le lit électrique adapté, ça marche. Moi, je l'ai testé et ça marche. Alors, un petit peu plus loin pour, le sujet tabou, je vous conseille d'utiliser des cas concrets, même si vous ne le vivez pas au quotidien tout le temps. Je pense que vous avez des patients avec qui ça a fonctionné. Il faut utiliser des cas concrets pour rassurer vos patients au comptoir ou lorsque vous avez détecté un besoin. Exemple, une patiente m'a dit que cette planche de bain lui a changé la vie. Le fils d'une de mes patientes est plus serein depuis l'installation d'un lit électrique adapté pour sa maman. Une de mes patientes a pu retourner au club de marche grâce à ces protections discrètes. Et grâce à l'achat d'un rollator, un de mes patients a pu retourner se balader seul. Sincèrement, c'est du vu quotidien. Moi, quand j'allais à domicile, très honnêtement, à chaque fois que vous mettez en avant des cas concrets, le patient va se sentir en fait, comment dire, Pas seul. pas seul. Voilà, il va pas avoir l'impression d'avoir des difficultés au quotidien tout seul dans son coin, mais il va sentir que vous avez aussi, interpellé, mis en avant, les dispositifs auprès de d'autres patients. Donc les cas concrets, ça marche vraiment bien. Et bien évidemment, dernier point, il faut proposer sans imposer. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Appuyez-vous sur votre prestataire. Vous pouvez bien évidemment proposer à votre patient de montrer le produit, mais de voir si ça lui convient ou pas. C'est-à-dire que c'est lui qui va être décidé, en fait, si le dispositif lui convient ou pas. Donc, je vous montre juste et vous voyez si ça vous convient. Et surtout, le deuxième point qui est très important, c'est que vous pourrez tester chez vous si vous le souhaitez. Ça, c'est la base. C'est pour ça que je vous rappelle, l'un des freins, c'est le domicile, mais sincèrement, aller à domicile avec votre patient, lui montrer les produits, même avec votre prestataire, c'est très, très important qu'il teste vraiment, dans son lieu de vie. L'autre astuce pour lever le frein du sujet tabou, c'est tout simplement de parler au bon patient. Puisque si on parle de matériel médical à un patient qui en a besoin, il va être beaucoup plus à l'écoute, bien évidemment, et il va se sentir pris en charge. Donc, bien évidemment, il y a énormément de situations, et on travaille beaucoup avec les officines là-dessus, il y a énormément de situations, que ce soit sur des ordonnances ou pas, qui doivent vous mettre en alerte et qui doivent entraîner un conseil sur du matériel médical. Je vous cite certaines sur lesquelles là, vous devez vraiment être en alerte maximum. Ce sont les chutes, la dénutrition, donc par exemple des prescriptions de compléments nutritionnels oraux,
La polymédication ou la prescription, par exemple, de certains médicaments à risque de chute, donc on pense tous aux somnifères. L'identification d'un aidant familial, par exemple, si vous avez l'habitude de voir quelqu'un, un patient à l'officine, et puis que du jour au lendemain, ce n'est plus lui qui vient, mais plutôt sa fille ou sa femme. Et puis, il y a bien évidemment les troubles dépressifs, l'isolement, les changements de comportement, les douleurs physiques et tout ce qui est maladies neurodégénératives, notamment dans leur aggravation. Donc là, c'est vraiment des situations où vous devez être en alerte et où vous devez prendre un petit peu plus de temps pour parler avec ces patients-là et où il y a des besoins qui vont être identifiés. En résumé, si on peut résumer tout ça, on a essayé de faire concret et concis. Donc, quelques clés pour être plus à l'aise avec le MAD à l'officine. Bien évidemment, se former, ça va permettre de repérer les patients fragiles, d'oser aborder plus sereinement le sujet du matériel médical et également sans tabou, et être proactif pour prévenir les risques à domicile, ne plus avoir peur d'engager la discussion par peur de ne pas savoir quoi proposer. Et ça vous permettra justement d'être face aux prestataires de services. Vous vous formez, vous allez repérer vos patients, aborder le sujet du matériel, être proactif. Du coup, quand vos patients iront à l'hôpital, ils mettront en avant que vous leur avez indiqué les dispositifs et les services par rapport au matériel médical. Autre point, disposer d'outils pratiques. Donc, on vous l'a dit plusieurs fois lors de ce webinaire. C'est important d'avoir des outils, des mémos, des checklists, etc. On vous en a créé un outil, vous allez voir, c'est très pratique. Vous pouvez le mettre, on vous le met à disposition. Vous pourrez le mettre justement à l'officine dès que vous l'aurez. Communiquer au sein de la pharmacie des services proposés pour accompagner les patients. Donc, communiquer, c'était, vous savez, le frein sur justement la communication, les zones, les corners, etc. Il faut communiquer, ça c'est la base. Si vous n'avez pas de corner, si vous n'avez pas de vitrine, il faut impérativement créer des flyers, mettre en avant vos produits avec des catalogues, avec des animations, etc., etc. Et surtout, alors ça c'est un autre point que l'on n'a pas évoqué, très important, c'est identifier les professionnels de santé de votre secteur. Pourquoi? Parce que la prise en charge, elle est pluridisciplinaire autour de votre patient. Vous ne pouvez pas être seul à prendre en charge vos patients âgés à domicile. Et vous pouvez aussi trouver des canaux de communication et réseauter pour justement faire de la promotion autour du matériel médical. Donc, votre nouvel outil, dès que vous le recevrez, on va le transmettre bien évidemment à 24/7, c'est le mémo lit médicalisé, donc qui est en A4 recto verso et qui récapitule finalement tout ce qu'on vous a dit sur le lit médicalisé et qu'on pourrait décliner sur chaque dispositif. Alors, vous aurez une slide sur nos formations qu'on propose, mais on va plutôt prendre du temps sur les questions-réponses. Voilà, vous allez voir, on fait des formations présentielles. On a une classe virtuelle sur la LPP, sur la prise en charge. Mais voilà, on vous laissera regarder ça. Nos contacts également. Et puis surtout, on va maintenant, voilà, il reste quelques minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez, c'est le moment de nous les poser. J'espère qu'on ne vous a pas trop assommé avec toutes ces informations. C'est pas facile de faire un. Ah oui, bravo pour le timing. C'est pas facile de condenser tout. On a envie de parler de matériel médical, on pourra en parler pendant des heures. Donc, voilà, c'est ça. Comme vous avez vu, merci Mansour d'avoir participé. Donc là, on espère que ça vous a donné des pistes. Pour répondre à Stéphanie, on mettra le replay de cette intervention sur notre chaîne YouTube et on vous enverra le lien sur les adresses email d'inscription. Bon. Alors, on a une question. Où trouver la mise à jour LPP? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais on a mis le lien dans la présentation. Ouais. C'est vraiment la base qui est mise à jour au fur et à mesure des changements. Mais sinon, après, voilà, c'est dans les journaux officiels. Hein. Alors, moi, c'est ma lecture préférée du matin. Le journal officiel pour voir tous les changements de LPP et je vous garantis qu'en ce moment, c'est une lecture très, très enrichissante.
Mais en tout cas, voilà, donc tenez-vous au courant. Après, sinon, sur le site, la page LinkedIn de l'Académie aussi, on met tous les JO qui sortent avec les mises à jour. Mais en tout cas, vraiment, allez à la source. La source, c'est le lien qu'on vous a mis vers la LPP. Et Romain dit, suivant les logiciels, il y a un module pour la LPP aussi. Oui. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que c'est très bien de le préciser. Dans nos formations, on tente de ne pas insister trop sur la LPP parce que c'est vraiment des pavés, on va dire, très indigestes. Vous formez sur les codes LPP, les facturations, c'est pas notre truc. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une classe virtuelle de 4 heures qui permet de revoir les bases et tout ce qu'il faut savoir en fait sur la LPP. Mais en effet, dans les logiciels, normalement, la facturation, ça passe bien. Bah, merci à tout le monde en tout cas. Je vois qu'il y a plein de petits messages qui passent. Ouais, c'était concis, merci gentil, beaucoup. c'est sympa. On a essayé de faire concis. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Bon, merci en tout cas, si beaucoup vous avez Sonia, aimé merci cet atelier, Magali, c'était très Merci. intéressant. Vous avez tenu le timing, c'est parfait. Bah oui, On merci essaiera de Sophie. compiler tout ça dans un mail. Soit ça part cette semaine, soit ça partira début de semaine prochaine parce qu'il y a une partie de l'équipe qui sera en congé demain soir. Et en tout cas, vous recevrez ça sur vos adresses mail d'inscription à ce webinaire. Merci d'avoir été aussi nombreux et puis merci encore à Académie C'était un plaisir. de nous avoir partagé Merci ces à tout le monde. informations. Et Merci. merci Sophie et Merci, 24/7 Sophie. pour votre confiance et l'organisation Avec de grand ce plaisir. webinaire. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Belle journée à tout le monde.